Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, on va essayer de répondre à cette grande question. La guerre pour la civilisation a-t-elle commencé? On va essayer d'y répondre avec Hélène Carrère-Dancos, l'historienne qui murmure à l'oreille des présidents. Vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Vous êtes une telle connaisseuse de la Russie que quand vous allez en Russie, en général, ce sont les dirigeants russes qui vous interviewent, qui vous demandent comment ça se passe là, qu'est-ce que vous pensez de la situation. On peut le dire comme ça. Et là, vous publiez 6 années qui ont changé le monde, la chute de l'Empire soviétique. C'est aux éditions Fayard. Randa Kassis, alors vous êtes militante laïque, syrienne, opposante. Vous publiez avec Alexandre Elelval Le chaos syrien, c'est aux éditions Do. Et puis, enfin, l'auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine, c'est un livre qui a un certain succès, Dans la tête de Vladimir Poutine, Michel Elchaninov, c'est aux éditions Actes Sud. Face aux 3 invités, nos agrégés de philosophie, Géraldine Mühlmann, Eliette Abécassis, Mazarine Pinjot. Pendant toute cette émission, bien entendu, vous pouvez nous communiquer vos agacements ou au contraire votre satisfaction à travers #LGQ pour les grandes questions. On va commencer tout de suite. Hélène Carrère-Dancos, la guerre pour la civilisation a-t-elle commencé? Je dirais peut-être pas exactement comme ça. C'est une guerre entre civilisations différentes, mais c'est aussi le retour d'une civilisation qui se cherche, la civilisation de l'islam. Et je crois qu'il ne faut pas non plus négliger ça. C'est-à-dire que les musulmans se sont interrogés pendant très longtemps sur les raisons pour lesquelles la grande civilisation islamique qui avait rayonné dans le monde a abouti tout simplement, je dirais, à son effacement. Et il me semble que c'est à une renaissance aussi, c'est pas si simple. Alors, depuis des années, vous dites, par rapport à ce problème syrien, il faut travailler avec Poutine et aussi d'ailleurs avec les Kurdes et avec les Iraniens. Bon, vous dites ça et enfin le président vous a entendu. Non, mais le président n'avait pas besoin de moi pour m'entendre, ça c'est la vérité, je crois qu'il a réfléchi tout seul, mais c'était un tournant indispensable, enfin, ça ne tenait pas debout. L'Europe, il n'y a pas de politique européenne, pourquoi ne pas le dire? C'est une tragédie, enfin, l'Europe existe et il n'y a pas de politique internationale. On a tout fait pour aussi, en votant non au référendum de 2005. En tout cas, la France et la Russie ont toujours eu l'habitude, il y a une vieille tradition de travailler ensemble. Après tout, les 2 bouts du continent se complètent d'une certaine façon. Et en l'occurrence, la Russie est le pays le plus intéressé à ce qui se passe au Moyen-Orient. L'un des pays les plus intéressés, d'abord parce qu'il est intéressé par sa situation intérieure. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 millions de musulmans en Russie, que je dirais que... C'est une forme d'angoisse d'ailleurs à Moscou, il faut le dire. Oui, et il y a tout de même tout le sud de la Russie est contigu à un monde musulman qui est en plein éveil, en pleine agitation. Il y a l'Afghanistan, qui est pratiquement aux frontières, donc la Russie est séparée par l'Asie centrale, mais l'Asie centrale fait partie de son histoire. Il y a un mouvement musulman qui se réveille là aussi. Enfin, la Russie n'est pas indifférente à ça. La Russie a aussi une vieille politique orientale. La Syrie et ce qui reste de la grande politique étrangère soviétique qui s'est déployée dans les années 70-80 au Moyen-Orient, ça aboutit à des désastres. Les soviétiques ont été chassés d'Égypte et de partout, mais en Syrie, ils sont restés. Et je dirais que la Russie s'est posée toujours en protectrice des chrétiens d'Orient. Et ça aussi, c'est une tradition que Vladimir Poutine revendique aujourd'hui, et à juste titre, d'une certaine façon. L'équilibre de ce qui peut être sauvé, le Liban, etc., ça paraît essentiel à la Russie. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que Daesh a commis une erreur monstrueuse avec ses attentats de Paris, de son point de vue, dans la mesure où justement toutes les alliances se sont inversées? On a le sentiment maintenant que le vrai travail contre Daesh va commencer, quoi. Oui, alors, une grande alliance, l'alliance générale, semblait possible jusqu'à mardi. Au moment où l'avion russe a été abattu par les Turcs, quelles que soient les raisons. Ils ont fait ça sciemment, certainement, pour justement mettre un coin. Oui, absolument. Je crois qu'à ce moment-là, on revient à quelque chose qui Pour vous, c'est ça, vous l'avez dit, vous avez le sentiment qu'ils ont fait ça exprès pour mettre un coin, absolument. Diviser la coalition, une provocation pour rejeter les Russes dans leur coin. Oui, absolument.
Et je crois que ça change la situation. Alors, vous avez évoqué le président Hollande, qui me paraît lucide sur ces questions. Il l'a été sur l'Ukraine, d'ailleurs. Il a fait un effort considérable en Ukraine. Et je crois que là aussi, il va être obligé de revoir un peu sa perspective. Bon, il avait pensé qu'on pouvait constituer une alliance générale. Il est clair que c'est plutôt ceux qui sont directement intéressés qui vont intervenir dedans. Il va falloir peut-être que la France songe à laisser l'OTAN et à travailler uniquement avec Poutine, les Iraniens, et les Kurdes surtout, d'ailleurs, qui sont sur le terrain. Il faut en tout cas qu'elle réfléchisse aux conséquences de ce qui s'est passé. Parce que ça ne va pas passer tout seul. Hein. Je crois qu'il faut se méfier. Vladimir Poutine est un homme qui il ne réagit pas immédiatement. Ça n'est pas une tête brûlée. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir la réaction à cette histoire immédiatement. Vous le direz avant 15 jours, quoi. Je pense qu'il va prendre le temps, mais il ne va pas laisser passer. Et c'est un acte de guerre, de toute façon. Oui, mais il faut l'introduire dans les calculs. La politique internationale, ça n'est pas simplement de sauter sur l'occasion et de dire voilà ce qu'on fait. Alors, Poutine est-il la solution, hein? C'est la question qu'on avait prévu de vous poser. Je crois qu'en effet... Enfin, avec les Iraniens derrière, il ne faut pas oublier, et les Kurdes qui font partie de la même histoire. Tout à fait, mais je crois que la solution, ça n'est pas une vaste coalition qui est tout de même, un cinéma. Enfin, c'est un Barnum. Dans ces cas-là, on revoit toutes les oppositions. La vérité, c'est qu'il faut que travaillent ensemble. Vous savez, j'avais dit au président Hollande, pour l'Ukraine, prenez Mme Merkel par la main et allez parler tout simplement avec Poutine et pour... Je vous avais dit qu'elle soufflait à l'oreille, qu'elle murmurait à l'oreille des présidents. Je vous l'avais dit. Non, mais il y a eu des tas de conseillers qui lui ont dit ça. Hein. Il faut être modeste. Mais je suis convaincu qu'en effet, il faut que le président Hollande, au lieu de penser qu'il faut faire la coalition générale, aille parler avec Poutine, parle avec l'Iran. Il est en train de le faire, peu à peu. Hein, oui. C'était ce qu'il est en train de faire. Et je dirais que c'est comme ça qu'on en arrivera à quelque chose. En plus, soyons honnêtes, on arrivera... c'est une très longue affaire. C'est pas l'affaire de 2 ou 3 ans. C'est pas parce qu'on va envoyer 4 bombes que ça va s'arranger. C'est une affaire extraordinaire. Le Moyen-Orient est détruit. On est parti pour longtemps et par conséquent, il faut des pays solides avec des vraies politiques et capables de se parler. Alors, je vous laisse maintenant entre de bonnes mains. Hélène Carnancos, c'est-à-dire entre les mains de Mazarine Pinjot. J'ai une question peut-être idiote, parce que vraiment là on est face à des grands spécialistes de la Russie, mais peut-être qu'on a besoin de Poutine, et ça me semble assez évident pour essayer de régler la guerre en Syrie, enfin en tout cas d'apporter... Oui, comme on avait besoin de Staline d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, oui. Bon, heureusement qu'il a... Comparaison n'est pas raison. Non, mais heureusement qu'il a changé d'avis, disons, en 41, quoi. Parce qu'auparavant, il a quand même signé avec Non, mais bon... Merci de l'avoir rappelé. Oui, merci. Donc, on a sans doute besoin de Poutine, effectivement, mais est-ce que... Donc, on peut se dire, d'une certaine façon, Poutine serait la chance de l'Occident pour essayer de trouver une solution en Syrie. Est-ce qu'à l'inverse, la guerre en Syrie n'est pas une chance pour Poutine pour récupérer une superbe à l'intérieur du jeu diplomatique, et peut-être pour penser un nouvel axe qui serait, alors ce que vous-même, Michel Etchelninov, appelez l'axe des non-alignés, c'est-à-dire non pas le pan-europanisme, ni l'eurasia, comment vous appelez ça? L'eurasie, voilà, l'eurasianisme, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais on va créer le néologisme. Donc l'eurasie, en tout cas. Mais ce nouvel axe qui serait celui de l'Iran, la Syrie et la Russie. Est-ce que ça n'ouvre pas finalement une voie royale à un nouvel empire? Alors le terme d'empire est sans doute excessif, mais en tout cas à de nouvelles alliances, voire à une nouvelle fédération. Alors je crois que Poutine c'est un homme qui a une vision politique qui n'est pas géniale. Hein. C'est pas un génie, c'est un politique, je dirais, assez solide. Voilà, c'est ça qu'on peut dire de lui si on veut le définir. Fort. Quand même dire, voilà, c'est sa conviction fort de caractère et qui a 2 choses. D'abord, il a des connaissances historiques remarquables. Enfin, je veux dire, c'est un type qui est formé, qui est structuré historiquement, il comprend les situations. Deuxièmement, il a la passion de son pays, c'est pour dessiner le paysage. Il a vraiment. Et il ne faut jamais oublier qu'il est arrivé au pouvoir dans un pays qui n'existait plus sur la scène internationale et dans un chaos total. C'était le dauphin inconnu de Boris Eltsine. Hein. Tout le monde disait, mais qui c'est ce type-là? Boris Eltsine le connaissait à peine. Hein. Pour dire la vérité, c'est lui qui s'est trouvé là et Boris Eltsine avait dit je pars en 2000. Et bon, il en avait essayé d'autres et ça n'a pas marché. Mais si on n'admet pas ça, si on ne regarde pas 2 choses, son point de départ et le fait que tout de même cet homme a vécu, parce qu'on le présente toujours comme l'agent du KGB, mais en réalité, il a vécu les années du changement à Saint-Pétersbourg auprès d'un très grand démocrate qui était Anatoly Sobchak. Et il a vu ce qui s'était fait, c'est-à-dire un pays qui a
réussi à tuer le totalitarisme, des hommes qui ont tué le totalitarisme et qui ont liquidé un empire. Tout ça sans une goutte de sang, calmement. Bon, il a le sentiment, et ça je crois que si on ne le sait pas, il a le sentiment que son pays a fait quelque chose d'extraordinaire, que personne ne le reconnaît, et qu'il fallait bien qu'il reconquiert une place dans le monde, qu'il reconquiert à son pays. C'est vrai que c'est extraordinaire, je vais rappeler votre livre, 6 années qui ont changé le monde, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. La façon dont ça s'est passé, on n'a jamais vu un empire... Écoutez, Dieu sait combien d'empires sont morts, jamais aucun empire n'est mort dans la paix, ça n'existe pas. Et par la décision des gens qui dirigeaient cet empire. Bon, il a le sentiment d'une sorte, je dirais, de méconnaissance, d'humiliation imméritée de son pays. Il a essayé de le reconstruire dans une politique internationale, mais il n'a pas, ça je peux le dire avec certitude, il n'a pas une vision impériale. Il a la vision de la Russie qui doit renaître, pas de l'Empire. Mais la Russie, un pays avec une zone d'influence, c'est évident. Mais après tout, le Commonwealth, est-ce que c'est pas une zone d'influence, hein, les anciens empires, nous avons l'Afrique. Pourquoi nous sommes au Mali et en Centrafrique? Parce que c'est tout de même notre zone d'influence. Il a le sentiment qu'il reste tout de même des liens à préserver. D'ailleurs, la liquidation de l'Empire a été faite précisément pour sauver un certain nombre de liens. Je ne dis pas, si vous voulez, c'est pas une merveille, c'est pas un génie, il a des tas de défauts, Dieu sait qu'il y a des tas de choses, c'est pas ma compagnie ordinaire. Mais il a le sentiment d'une tâche à accomplir. Et c'est pas une vision impériale, mais la vision eurasienne, elle a un sens. Elle a tout à fait un sens parce que la Russie a été expulsée d'Europe. C'est un pays européen, elle a été expulsée de ce qui était non pas un empire, mais je dirais sa zone normale de relations internationales. Et elle a été expulsée par la volonté américaine, enfin, et par la méconnaissance de l'Union européenne de ce que c'était. Et la conséquence de ça, c'est qu'il s'est tourné vers l'Asie. Il y a eu, je veux dire, il y a un changement. Michel Tchaninov en parle très bien, mais il y a eu un changement chez lui. Il a hérité, Boris Eltsine le premier l'avait senti, qu'il fallait regarder vers l'Asie. Mais ça, c'était purement tactique. C'était la démonstration que la Russie pouvait être aussi un pays d'Asie et qu'elle était puissante. Je pense que Poutine a évolué à cet égard. Il se rend compte que malgré tout, le monde ayant basculé en Asie, l'Europe n'est plus importante. Enfin, dans les relations internationales, c'est l'Asie qui compte, c'est ce monde émergent. Et, ayant basculé vers l'Asie, il pense que la vocation eurasiatique de la Russie est très importante, mais qu'elle reste un moyen de rester ancré en Europe, de servir de pont entre l'Asie et l'Europe. Alors, il y a aussi une question qui est idéologique dans la mesure où il est à la fois, il a une vision très lucide des rapports entre pays. Enfin, c'est de ce point de vue-là, il mène une politique tout à fait dépourvue de morale. Et d'un autre côté, il brandit quand même des valeurs religieuses de manière très convaincue, enfin, qui est la religion orthodoxe. Et il manie le bien et le mal, un peu comme l'aurait fait un Bush, et aussi un peu comme le font certains islamistes. Mais c'est certain. Et finalement, on est un petit peu dans un terrain commun où la morale tient lieu de politique. Enfin, en tout cas... D'abord, la religion orthodoxe, c'est tout de même l'identité. Vous savez, la Russie qui est sortie de l'Union soviétique, elle ne savait pas ce qu'elle était. Je crois qu'il faut se souvenir de ça. La Russie est un empire depuis le XVIe siècle. C'est un ciment identitaire. Mais alors, quid des musulmans en Russie? Eh bien, ils ont leur place. C'est ça qui est absolument extraordinaire. L'anti-Poutine du plateau, il est quand même... il vient... Non, mais il vient... C'est intéressant, il a opiné. Quand Hélène Karadanko a dit qu'au fond, ils étaient bien traités. Ça serait caricatural de dire que les musulmans sont maltraités en Russie, dans le sens où Vladimir Poutine leur accorde la place de religion traditionnelle. Je vous rappelle que la veille de son discours à l'ONU, il a inauguré à Moscou la plus grande mosquée de Russie avec Recep Erdogan. Donc il n'est pas islamophobe, comme on dit en France. Non, pas du tout. Il s'appuie sur les religions traditionnelles et il explique, je vous laisse la parole tout de suite, qu'il y a plus de proximité entre un russe orthodoxe et un musulman traditionnel qu'entre un orthodoxe et un décadent occidental. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour lui, il joue les religions contre la décadence occidentale supposée liée au mariage pour tous, etc. Donc pour lui, il s'appuie évidemment sur les religions. Il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en Russie. Il s'appuie évidemment aussi sur eux. Eliette Abécassis. Alors, dans votre livre « 6 années qui ont changé le monde », vous montrez très bien cette révolution silencieuse et l'effondrement du modèle soviétique qui aurait pu laisser place à un vide idéologique que finalement Poutine s'est empressé de remplir avec une idéologie très étayée philosophiquement, comme le montre le livre de Michel Tchaninov, et qui est en fait le conservatisme.
Et la question qu'on se pose, c'est face à la crise morale qu'est en train de vivre l'Europe, est-ce que le seul modèle serait le modèle de Poutine, c'est-à-dire le retour au conservatisme et au traditionnalisme, avec tous ces écueils finalement, comme le fait que Poutine n'aime pas les homosexuels ou alors qu'il annexe certains pays, et un certain ordre moral. Est-ce que la seule réponse à cette crise morale, c'est le retour de l'ordre moral ? Alors, non. Je comprends très bien votre question. Je crois que ça se pose un peu différemment, si vous voulez, et qu'il faut revenir aussi à 1991, quand il n'y a plus l'Union soviétique. Il faut tout de même penser que dans ce pays, pendant 75 ans, il y a eu un système idéologique extraordinairement puissant qui enfermait les gens absolument. Je veux dire, ils savaient comment agir. Bon, ce n'était pas leur choix peut-être, mais ils savaient qu'on devait agir, où était le bien, où était le mal. Le parti leur disait ça. Il y avait une ligne de conduite. Et si vous ne pensez pas aux 75 ans, vous ne comprenez pas très bien. C'est-à-dire que, malgré tout, 75 ans, ça veut dire que les grands-parents, déjà, étaient nés là-dedans. C'est très puissant. Et tous ceux qui ont réfléchi, les intellectuels en Union soviétique, tout ça, se disaient qu'est-ce qui se passe après ? Parce qu'après, il y a eu un vide, véritablement. C'est affreux. En fait, les citoyens de l'Union soviétique, du jour au lendemain, on leur a dit, d'une part, vous avez vécu la monstruosité. Vous y avez adhéré, parce que, je veux dire que ce n'est pas les chars soviétiques qui ont installé le communisme en Union soviétique. C'est tout l'ensemble du pays qui a fait ça. Il y a eu un désarroi moral extraordinaire. Et on s'est tourné vers... En plus, une fois encore, la Russie ne savait pas ce qu'elle était, parce que la Russie n'existait pas depuis le XVIe siècle. Il y a eu un empire des tsars, et ça s'appelait toutes les Russies. Et on revient sur la question des musulmans. Les musulmans en Russie, ils sont chez eux. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour travailler, etc. C'est leur seul historique, c'est leur vie à eux. Et ils ont eu l'habitude de vivre ensemble depuis le XIIe siècle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils ont essayé comment combiner tout ça. Et la réponse a été, en effet, d'abord la première réponse dans la religion, parce que malgré tout, c'est à travers la religion chrétienne que s'est édifiée l'histoire du pays, et pour les musulmans, à travers d'ailleurs l'islam, et c'est ce qui explique leur capacité à cohabiter. C'est tout de même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous voulez, dans l'Empire des Tsars, sauf la période entre la reconquête par Ivan le Terrible et Catherine II, où l'islam a été... je dirais, banni, véritablement. On ne pouvait pas acheter un Coran, ni se rendre dans une mosquée, les mosquées étaient fermées. Mais en dehors de ça, il y a toujours, et puis la période stalinienne, mais en dehors de ça, on a toujours vécu côte à côte. Alors, tout à l'heure, Olivier Gisbert a posé la question, est-ce que c'est une guerre des civilisations ? D'une certaine façon, c'est une guerre de civilisation, pas entre la civilisation musulmane et la civilisation occidentale, mais entre... je dirais une civilisation traditionnelle. Vous dites conservatisme, je dirais des valeurs traditionnelles. On cherche à quoi se rattacher. Et ce qui paraît être un Poutine, pas aux élites russes, mais à l'homme russe de la base, une certaine décadence de l'Occident. Et oui, ça, je crois qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent être emportés. Ils ont l'habitude de savoir, d'abord, ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des références qui leur paraissent absolument nécessaires, et ils ont le sentiment d'une décadence. Les musulmans aussi ont le sentiment. Si vous voulez, ils se retrouvent là-dessus. Je ne sais pas... La réponse est la religion et le patriotisme. Le patriotisme, à travers la certainement. Religion. Enfin, il y a une symbiose entre les deux, comme dans le modèle américain, en fait. Oui, d'une certaine façon, oui. Ce qui est totalement inconcevable en Europe. Je veux dire, ils ont le sentiment que ils ont le sentiment que l'Europe a déraillé. Ça, je crois que c'est, une fois encore, les élites russes, mais il ne faut pas s'y tromper, les élites, elles sont remarquables. En même temps, c'est un pays où tout le monde est éduqué. C'est un pays de haute éducation. Mais en même temps, dans la base de la société, il y a un certain effroi. En plus, alors il faut dire, si vous voulez, le post-soviétisme a été abominable. En fait, il y a eu un pillage du pays, qui était inéluctable. Des fortunes qui sont faites en quelques mois, horrible. Oui, horrible. mais qui a été inéluctable parce que, au fond, il fallait démanteler le système et du coup, il fallait à tout prix que l'ordre disparaisse. Mais pour la société, c'est épouvantable parce que c'est le sentiment que tout est permis. Or, je crois, alors je fais attention devant le philosophe, mais je crois qu'il y a chez les Russes un certain sentiment moral inné. C'est quelque chose qui est... Bakounine a dit des choses comme ça. Il y a, les gens, ils sont plus solidaires, plus
je veux dire, moins matérialisé. Enfin, l'enrichissement comme ça, les chocs. Bah, ils sont slaves, quoi, allez, disons-le. Hein, Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 70 ans de soviétisme qui a profondément aussi détruit beaucoup de la culture et de la société de la Russie, et que le post-soviétisme a été atroce, mais le soviétisme a été atroce. Et je pense qu'il faut lire le livre de la récente prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, qui, dans La fin de l'homme rouge, décrit que le post-soviétisme, finalement, a généré une nostalgie, mais qui a fait qu'on avait oublié l'horreur, également l'horreur morale de ce qu'a été le soviétisme, puisqu'on a quand même demandé à 3 générations de réciter un catéchisme révolutionnaire qui avait de moins en moins de sens parce qu'il a vécu la terreur, etc., et qu'il fallait réciter tous les jours des choses auxquelles on ne croyait pas. Et je pense que là où peut-être il y a un désaccord entre nous, et il y a une tension dans ce que peut être la Russie plus tard, c'est est-ce que la Russie va ressusciter ce sens moral qu'elle a effectivement pu incarner dans les grands romans russes, à travers la version orientale du christianisme qu'est l'orthodoxie, ou si ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une résurrection de l'idéologie soviétique, c'est-à-dire où on va répéter de manière un peu automatique que l'Europe, vous savez comment on appelle l'Europe en Russie, souvent Gevropa, l'Europe des gays, de manière très méprisante. C'est-à-dire que l'Europe ça, on ne l'avait pas dit. est décadente, qu'elle est ouverte à tout va, qu'on est totalement responsable des malheurs qui nous arrivent, à force de vouloir réhabiliter les marges, eh bien, on perd notre identité. C'est-à-dire que, est-ce que l'idéologie russe aujourd'hui, c'est un renouveau d'un sens moral du 19e siècle ou en général de l'histoire russe, ou est-ce que ce n'est malheureusement qu'un bricolage de ce qu'a été l'idéologie soviétique dans sa pire période, c'est-à-dire des leçons un peu apprises par cœur sur l'étranger qui est toujours foncièrement et forcément mauvais. Alors c'est ça la question. là qu'on est en désaccord. Moi, je crois profondément qu'il y a une peur d'une contagion de ce qui, pour les Russes, est une sorte de déclin historique de l'Europe. C'est un peu ça, leur sentiment. Et que ça les anime profondément. Et pourtant, les Russes adorent l'Europe. Ah, mais ils adorent. Ils adorent la France, ils adorent l'Europe, ils adorent tout. Qui sont d'autant plus russes qu'ils sont européens. Vous vous souvenez, c'est-à-dire ces personnages qui voyagent en Europe au XIXe siècle, qui parlent toutes les langues européennes et qui sont d'autant plus russes que justement ils connaissent la peinture italienne ou la littérature française. Et c'est ce lien très profond qui unit les Russes et l'Europe qu'il serait, je trouve, dommageable de vouloir couper pour des raisons politiques. Mais je crois que ça ne peut pas être rompu. On voit très bien qu'il y a une fascination et que de toute façon, même la situation internationale pousse à cette réconciliation.